Vous savez, j'ai un ami qui me pose toujours la question de savoir, dit, mais notre hymne national se termine par dire que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à notre postérité pour toujours? Et c'est qui cette postérité? Et je me dis que c'est la jeunesse. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à la jeunesse pour toujours? Je pense que l'une des choses que nous devrions comprendre, c'est l'importance de la formation, c'est l'importance de l'éducation. Si nous voulons que notre jeunesse puisse avoir quelque chose que personne ne pourra arracher de leurs mains, nous devons la préparer. Et cette jeunesse, nous devons donner à notre jeunesse la meilleure formation académique qu'elle puisse avoir en plein 21e siècle. Il faudrait que nous puissions le préparer à la recherche, à l'innovation. C'est notre responsabilité de mettre de l'argent au service de l'éducation pour que les enfants, dès le bas âge, puissent avoir un niveau intellectuel comparable à ce que nous trouvons dans le monde développé. Si vous prenez aujourd'hui un enfant de première année primaire au Congo avec un enfant de première année primaire en France, en Amérique, en Belgique, mais vous allez voir que l'enfant de première année primaire au Congo n'est même pas à mesure de dire des choses que l'enfant en maternelle peut dire ou peut faire ici en Amérique ou même par exemple en Europe. Nous devons préparer nos gens. Les enfants, même à l'école primaire, en Amérique et en Europe, peuvent facilement épater des enfants qui sont à l'école secondaire au Congo. Ça ne devrait pas être le cas. Il y avait un moment dans l'histoire du Congo où un élève de l'école primaire du Congo était très compétent, plus compétent que beaucoup d'élèves à travers le monde. Il y avait un moment au Congo où quelqu'un qui terminait l'école secondaire pouvait enseigner à l'école secondaire. Des connaissances très avancées. Mais ça n'existait plus. C'est pourquoi nous devons redéfendre l'éducation au Congo. Nous devons donner à notre jeunesse quelque chose que personne ne pourra jamais lui arracher. Et je suis là, personnellement, l'une de mes priorités, c'est l'éducation, la recherche, l'innovation. Et vous savez une chose, que l'on dit très bien en anglais, on dit que le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. C'est-à-dire que si vous avez un arbre fruitier, ces fruits ne tombent pas très loin de l'arbre qui le porte. Si quelqu'un n'a pas cette formation, si quelqu'un n'a jamais eu cette formation académique, vous allez voir quelle priorité cette personne mettra sur l'éducation. Et je pense qu'avec l'éducation, avec la recherche, avec l'innovation, nous pouvons révolutionner l'économie du Congo. Ce qui m'indigne, c'est qu'il y a des Congolais qui se vantent de leur argent ou des moyens qu'ils ont, des habits qu'ils portent, des véhicules qu'ils conduisent, des maisons qu'ils ont, de tous les biens matériels qu'ils ont ici sur Terre. Vous allez voir, le Congolais veut toujours se faire voir qu'il a des moyens. Même des gens qui sont en train de faire la course politique. Il y en a qui se vantent où ils ont travaillé, quel argent ils ont gagné. Mais si c'est le cas, posez-leur la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils regardent les membres même de leur propre village en train de souffrir pendant qu'eux, ils ont cet argent. Ils ont gagné cet argent. Ils ont travaillé où ils ont travaillé. Mais pourquoi ils n'ont pas pu changer la vie des gens? Allez dans leur village, vous allez voir qu'il n'y a même pas un petit dispensaire. Il n'y a même pas une petite école. Moi, par exemple, c'est depuis 2006 que nous faisons des actions au Congo. C'est depuis 2006 que je ne cesse de partir au Congo pour pouvoir influencer les vies des gens. Nous avons créé, nous avons construit même, avec l'argent que je gagne en tant que professeur d'université, non pas seulement cet argent, mais aussi
je suis un technicien, je suis un ingénieur, je suis un chercheur, je suis un consultant. Je fais des consultations, je gagne l'argent, des fois au-delà de mon salaire, je prends cet argent, j'utilise pour changer la vie des gens. C'est pourquoi nous avons construit par exemple une école primaire et c'est chaque année que nous avons au moins 200 élèves que nous mettons à l'école gratuitement. Nous leur demandons de ne rien payer, nous achetons des uniformes, nous payons leurs enseignants, nous prenons soin d'eux, nous achetons des chaussures et toutes ces choses-là. C'est ça. Et comme j'avais dit autrefois, ma foi chrétienne me dit que lorsque quelqu'un est fidèle avec peu de choses, cette personne sera encore fidèle quand elle aura beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ne sont pas en train d'aider les autres. Prenez ces mêmes personnes, mettez-les à la tête de l'État. Et vous allez voir la gourmandise. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais démontré cela. Nous en avons vu qui sont devenus des premiers ministres, mais qui n'ont rien fait dans leur propre village. Qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas après qu'on doit découvrir ce que la personne est. C'est maintenant qu'on doit savoir. Donc, si nous avons ces moyens-là, alors utilisons ces moyens pour pouvoir transformer des vies des autres. L'une des choses que j'ai appris aux États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire diriger les gens. Un leader n'est pas seulement mesuré sur base de sa formation académique ou bien sa formation professionnelle. Un leader est aussi mesuré sur base de ce qu'on appelle en anglais les backgrounds, c'est-à-dire on doit savoir, on doit connaître l'expérience de cette personne, on doit savoir où est-ce que cette personne est née, d'où viennent ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Et cela aussi implique d'autres dimensions. Par exemple, connaître l'aspect spirituel de quelqu'un. C'est très important. Et je me rappelle récemment, il y a eu un débat sur des réseaux sociaux pour certaines personnes qui disaient qu'un candidat à la présidence ne devrait pas parler de sa vie spirituelle. C'est une grosse erreur. Parce que les pratiques spirituelles de quelqu'un peuvent indiquer ce que la personne va faire dans la vie. Si par exemple vous avez quelqu'un qui est dans des pratiques qui ne sont pas acceptables à cause de sa foi, cela devra nous mettre en garde. Donc il est très important que nous connaissions quelqu'un sur base de ses qualités professionnelles, académiques, mais aussi des qualités spirituelles. C'est ça, c'est en fonction de cela que nous allons déterminer si cette personne est capable de faire quelque chose ou pas. Les décisions que nous prenons qui affectent des vies de gens dépendent de l'expérience que nous avons nous-mêmes. Si je suis un chrétien, par exemple, je connais que la Bible me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je ne vais pas me mettre là-bas en train d'accumuler toutes choses pendant que les autres membres de la société sont en train de souffrir. Ce principe d'aimer mon prochain comme moi-même guidera ma vie publique. Si je suis chrétien, par exemple, je saurai que la Bible me dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Et en fonction de cela, je sais que je ne peux pas voler l'argent de l'État, je ne peux pas faire des choses que je crois que personne ne me voit parce que ma foi chrétienne me dit que Dieu est en train de me voir dans les secrets. Ça joue un rôle. Et il y a aussi un problème très sérieux. Lorsque les gens commencent à critiquer, par exemple, des candidats à la présidence qui parlent de leur foi, ça démontre aussi un manque d'une certaine maturité. Parce que dans la démocratie, on ne devra pas empêcher des gens de pouvoir parler de leur foi. Et même aux États-Unis d'Amérique, quand nous parlons de la liberté d'expression inclut aussi la liberté de religion. Il ne s'agit pas ici de pouvoir imposer sa foi sur les gens qu'on dirige, mais il est important de permettre à tout citoyen de pouvoir publiquement dire en quoi ils croient et comment est-ce que leur foi va affecter leur vie publique. Pour moi, par exemple, je considère que ma foi chrétienne affectera ma vie publique de pouvoir vouloir aider les autres, vouloir aider mon prochain
comme moi-même. J'ai même entendu des gens parler de l'expérience, qu'ils ont de l'expérience et avec leur expérience, ils vont diriger ce pays mieux que les autres. Laissez-moi vous dire une chose. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il n'y a que 6 personnes qui ont l'expérience d'être président des États-Unis d'Amérique. Mais il n'y a pas que 6 personnes qui ont la compétence d'être président aux États-Unis d'Amérique. Si nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui a l'expérience d'être président du Congo, de la RDC. C'est Joseph Kabila. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le seul individu, la seule personne qui soit compétente de pouvoir diriger ce pays-là. La compétence, ça vient de notre expérience dans la vie sociale. Ça vient aussi de notre expérience professionnelle. C'est aussi le fruit de la formation. Et le niveau de formation que nous avons atteint, combiné avec l'expérience que nous avons dans ce que nous avons fait par-ci, par-là, cette expérience et une préparation adéquate, cela nous donne des compétences qui nous aident à pouvoir diriger n'importe quelle institution. On ne devra pas être arrogant à croire que c'est tel ou tel seulement qui soit compétent ou soit qui soit capable de pouvoir diriger. Mais non, parce que personne n'a cette expérience. Et nous avons été formés, nous avons travaillé, nous avons vu et nous avons contribué au développement de ce pays qui est déjà développé. La combinaison de notre expérience professionnelle, de notre expérience sociale, de notre expérience académique, tout cela constitue des compétences importantes pour que nous puissions tous diriger le Congo. Pour diriger le Congo, ça ne demande pas que tout le monde puisse être un docteur d'État, que chacun puisse être un PhD comme moi. Mais non, il faut quand même démontrer certaines choses qui vont nous amener à arriver à diriger le Congo du XXIe siècle. Et personnellement, j'hésiterai de mettre à la tête du pays des gens qui n'ont pas une formation adéquate, des gens qui n'ont pas une expérience professionnelle adéquate, qui répondent aux exigences de compétitivité du XXIe siècle. Nous avons vécu cela et nous pensons que nous sommes mieux placés à pouvoir diriger ce pays parce que nous avons des compétences.